Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je suis Shema Boukedi, responsable du programme Expan Africa chez Connectinov. Et nous sommes heureux et ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour ce 4e webinaire des mercredis de l'export. Expan Africa, c'est un programme qui a été lancé en juin 2024, juin dernier, par Connectinov et qui est soutenu par le projet Kawefel, financé par l'AFD et mis en œuvre par Expertise France. Et l'objectif d'Expan Africa, c'est d'aider à catalyser les entreprises, donc l'expansion en fait à l'international des startups et des PME tunisiennes dans le domaine de la health tech, en les équipant des compétences, des outils et des réseaux nécessaires pour aller vers les marchés du continent africain et plus précisément le Sénégal et la Mauritanie pour cette première cohorte. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous allons aborder des aspects très importants qui sont les aspects juridiques, logistiques et financiers de l'internationalisation. Et pour aborder ces sujets-là, je suis très heureuse d'avoir avec nous un très beau panel qui est composé de Madame Sonia Mavouna, qui est CEO de African Legal Factory. Sonia, si tu peux présenter ALF en 2 mots. Te présenter et présenter ALF, bien sûr. Oui, avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Je suis Sonia Mavouna. Je suis avocate au barreau de Paris depuis 10 ans et j'ai passé toute ma carrière en Afrique francophone. J'ai été expatriée au Maroc pendant 5 ans, où j'ai eu la chance d'assister les plus grands fonds d'investissement dans le cadre de leur prise de participation dans des banques, des assurances, dans le secteur de l'éducation, etc. Donc, basée au Maroc, mais je suis pas mal intervenue en Afrique francophone, notamment en Tunisie, lorsque j'ai aidé dans la rédaction des lois sur les décrets d'application sur la loi sur les procédures collectives. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Et depuis, ça fait maintenant 3 ans que je suis fondatrice de mon propre cabinet d'avocats qui s'appelle Mavouna Avocat. On accompagne start-up et fonds d'investissement dans le cadre des levées de fonds et de la mise en conformité réglementaire. Et j'ai aussi du coup fondé African Legal Factory, qui a pour mission très simple que de muscler juridiquement les entrepreneurs du continent. Donc on fait des formations juridiques collectives sur des sujets levée de fonds, expansion, négociation des contrats commerciaux. On met à disposition des templates de contrats et on accompagne aussi du coup les entrepreneurs pour ceux qui ont besoin d'assistance juridique en fonction du pays où ils veulent s'implanter et de la problématique qu'ils rencontrent. Voilà. Donc, c'était pas de mots, mais au moins, je pense que j'ai posé un peu Merci Sonia, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci. Je passe la parole à Monsieur Tamsir Ousmane Traoré, qui est cofondateur et CEO de la startup Logidou. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Mon nom est Tamsir Traoré, l'un des fondateurs de cette belle aventure que nous vivons aujourd'hui avec Logidou. Ce que nous essayons avant tout de faire, c'est de construire des ponts entre les différents pays et permettre justement à ces pays de mieux transactionner entre eux. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Merci et ravi d'être avec vous. Merci Tamsir. Je passe à Madame Mariam Ayedi, qui est directrice développement des marchés PME et TPE de la BIAT. Bonjour Mariam. Le micro, s'il te plaît. Donc, bonjour à tous, merci Connectinov pour cette belle initiative. Donc, je suis Mariam Ayedi, je suis responsable du développement des marchés PME à la BIAT. J'ai 24 ans d'expérience dans le secteur bancaire, durant lesquels j'ai eu la chance d'occuper des postes de responsabilité dans l'opérationnel, précisément dans la direction des agences. C'est là où j'ai côtoyé la PME de plus près, dans ses besoins quotidiens d'exploitation et tout.
Après, j'ai été responsable pendant 5 ans d'une direction de groupe corporate banking et c'est là où j'ai eu l'occasion de côtoyer les grands groupes d'affaires, les groupes d'affaires, les grandes entreprises. Et actuellement, je me consacre, c'est retour aux sources, je me consacre depuis plus de 3 ans à l'accompagnement des PME et des startups en cours de création et en phase de développement aussi. Donc, à la BIAT, on est vraiment conscient des challenges et des défis auxquels sont confrontés les PME, des challenges, je dirais, de digitalisation, d'innovation, la gouvernance, des sujets comme l'accès au financement, l'optimisation de BFR et l'internationalisation. Vraiment, c'est un sujet aussi, c'est un défi très important pour la PME. Et merci pour cette initiative d'accompagnement des PME tunisiennes vers l'internationalisation, notamment en Afrique. Merci beaucoup, merci à vous trois. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour aborder justement tous ces aspects-là qui sont très importants pour toute entreprise qui souhaite partir sur les marchés africains. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Je vais juste demander à tous les participants, s'il vous plaît, de mettre vos micros en mute. Et si vous avez des questions, de les laisser sur le chat. On pourra prendre 5-10 minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Voilà, merci. Donc, je pense qu'on peut démarrer avec Sonia. Donc, on est aujourd'hui dans un contexte d'internationalisation, dans un contexte d'expansion vers notre continent, donc d'autres marchés de notre continent qu'est l'Afrique. Et on sait que les législations aujourd'hui varient énormément d'un pays à un autre. Donc, Sonia, si vous pouvez nous donner quelques exemples des défis juridiques auxquels les startups et les PME sont confrontés sur leur chemin de l'internationalisation. Quels sont justement les aspects juridiques fondamentaux qu'elles doivent prendre en compte, mais aussi comment elles peuvent anticiper et gérer certaines complexités juridiques pour pouvoir sécuriser leur activité et assurer leur expansion. Merci beaucoup, Shema, pour cette question qui est à la fois, j'allais dire, large et elle peut être angoissante. Et ce que j'ai envie de dire déjà ce soir, et comme j'ai l'habitude de le dire pendant les formations, il ne faut pas avoir peur. Le sujet juridique n'est pas du tout un sujet problématique. Pour moi, il n'y a pas de défi ni de challenge juridique spécifique lié à l'expansion de son activité. Il y a juste une préparation à avoir. Préparation à avoir qui commence déjà lorsqu'on veut développer son activité par les questions préalables que l'on se pose. Donc, j'imagine que tout entrepreneur, et Tamsir, je pense qu'il aura l'occasion de revenir dessus parce qu'il a le profil d'entrepreneur très pratico-pratique et ce sera super passionnant. Quand on prépare son expansion, on se pose des questions qui sont assez business. Et ces questions business-là, elles ont des répercussions, j'ai envie de dire ensuite, juridiques. Donc, du coup, pour moi, la première question, la première étape, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour mon expansion? Quelles sont les infrastructures dont je vais avoir besoin pour mon expansion? Est-ce que je vais avoir besoin de personnel sur place? Est-ce que d'emblée, je vais monter une structure, disons par exemple en Mauritanie, ou est-ce que je vais continuer à opérer avec ma structure tunisienne? C'est vraiment du coup la première phase pour déjà se préparer à surmonter cet obstacle juridique, j'ai envie de dire, c'est de se poser les bonnes questions. Donc, c'est les questions business, mais du coup, ça a des répercussions juridiques. Et une fois que je me suis posé ces questions, là, j'ai envie de dire, j'ai deux réponses. Il y a la réponse courte et il y a la réponse longue. Donc, la réponse courte sur quelles sont les étapes juridiques spécifiques et les problématiques juridiques que je vais rencontrer lorsque je vais faire mon expansion. La réponse courte, c'est exactement les mêmes que vous avez rencontrées lorsque vous avez démarré votre activité dans votre pays. Donc, toutes les questions que vous vous êtes posées en matière de propriété intellectuelle, de droit des contrats, de réglementation pour savoir si vous deviez obtenir une licence, etc., il va falloir se poser exactement les mêmes questions par rapport à l'expansion. Si je fais une réponse un peu plus longue, pour donner un peu plus de contenu et de contexte, si demain j'étais par exemple, je devais vous donner à vous une roadmap, j'irais vraiment de manière pratico-pratique. J'aime bien imaginer que les différentes sphères du droit, c'est un peu des
des pierres qui contribuent à constituer les piliers que sont pour bâtir la maison qu'est votre entreprise. Donc, je reviens vraiment sur les basiques. Donc, je veux faire mon expansion en Mauritanie. Est-ce que je crée une société là-bas ou est-ce que je fais un partenariat au début? Ça, c'est une question qu'il faut se poser parce que c'est pas juste, c'est une question qui a des répercussions en termes de business. Est-ce que du coup, je vais faire un deal avec un partenaire et du coup, je vais rentrer très vite dans le marché? Ou est-ce que du coup, je vais vraiment constituer la société? Si je constitue une société, quelle forme juridique il y a sur place? Parce que un des problèmes, schéma par rapport au challenge, aux difficultés, c'est que en Afrique francophone notamment, vous avez des formes de sociétés qui existent dans certains pays qui n'existent pas dans d'autres. On opère par exemple partout, notamment en France, avec des SAS. Il y a encore des pays en Afrique francophone, par exemple, où il n'y a pas l'équivalent de la SAS. Donc, si la société, par exemple, en Tunisie, c'est une SARL, bah, ça va être quoi l'équivalent de cette société en Mauritanie pour pouvoir dupliquer la gouvernance? Très rapidement, donc, la structure, est-ce que je monte une société ou pas, ou est-ce que je fais un partenariat? Est-ce que localement, il y a une réglementation qui m'interdit d'être propriétaire de la boîte à 100%? Ça, c'est une question qu'il faut se poser très rapidement. Et parfois, ce n'est pas uniquement lié au droit des sociétés, parfois c'est lié au secteur même. Il y a une réglementation spécifique, vous le savez par exemple très bien, en Tunisie sur certains secteurs, dans le secteur de la distribution, etc. Donc très vite, la structure, ensuite, vu que vous implantez une société, vous allez vendre un produit. Donc, est-ce que vous pouvez vendre librement le produit? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes soumis à des autorisations préalables? Est-ce que vous avez besoin d'une licence pour pouvoir vendre vos produits? Si vous vendez vos produits, est-ce qu'il y a une réglementation spécifique qui est applicable? Si c'est un produit en ligne, pareil, tout ce qui est réglementation données personnelles, etc., bah, ça va être applicable dans le pays dans lequel vous allez. Donc, on a la structure, on a le produit à vendre, il y a des salariés qui vont devoir vendre. Donc, c'est quoi la réglementation applicable en droit du travail là-bas? Et bien sûr, tout ce qui est, puisque vous exportez votre activité, vous exportez également votre marque, et ben, vous vous assurez que d'un point de vue propriété intellectuelle, vous arrivez bien sur place en protégeant tous les actifs liés à votre société, donc que ce soit en matière de marque ou encore de brevet. Donc ça, c'est vraiment très rapidement les différents sujets sur lesquels il faut aller très rapidement sur les volets juridiques. Et un dernier point, juste pour clôturer, je sais qu'on a tendance à se concentrer sur le volet juridique, mais moi, mon retour d'expérience, c'est qu'on délaisse vachement aussi le volet culturel, parce que le côté juridique, on a l'impression que ça passe par les contrats. Mais en fait, le sujet aussi important dans l'expansion, c'est le sujet culturel. Donc, c'est pas parce que dans la loi, il y a écrit qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire que ça va forcément bien se passer. On l'a vu sur le continent avec l'expansion de Uber dans beaucoup de pays où ça a été extrêmement compliqué. Airbnb, c'est pareil. Et ça, c'est des sujets qui aussi portent sur le volet culturel qui n'a pas été forcément bien préparé en avance avant d'aller sur place. Donc voilà ce que je peux dire rapidement, Chama, sur le volet juridique. Tout à fait. Merci, merci Sonia, merci pour ces différents points. Donc, justement, pour l'aspect culturel, on a fait tout un webinaire autour de ça parce qu'en effet, c'est un aspect très important donc, pour toute entreprise. Donc, là, tu as abordé différents points. Parmi ces points, un peu, il y a un travail préparatoire à faire, des questions à se poser. Là, je me tourne vers Tamsir pour avoir le feedback d'une success story, justement, Logidoo. Donc, Tamsir, parle-nous un peu de Logidoo, les activités que vous offrez, vos services, mais aussi, pour rebondir un peu à ce qu'a dit Sonia, est-ce que vous avez... vous vous êtes préparé en amont? Est-ce qu'il y a des stratégies, des étapes que vous avez suivies pour pouvoir réussir justement à être présent aujourd'hui? Vous êtes présent dans plusieurs pays sur le continent africain, depuis la Tunisie jusqu'au Mali, au Sénégal. Donc, parlez-nous un peu et donnez-nous quelques astuces, surtout pour les entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Shema. Alors, pour parler de Logido, en fait, comme je disais tout à l'heure, notre ADN, c'est vraiment de connecter les marchés africains. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même un continent qui mérite en tout cas de pouvoir être beaucoup mieux interconnecté. Le constat de base, il est plus simple d'envoyer depuis la Tunisie une marchandise en Europe que de l'envoyer dans un pays voisin. Donc, c'est vraiment cette solution, en tout cas, que nous cherchons à apporter, en apportant d'abord des corridors logistiques, permettant aux gens, à travers une plateforme, de pouvoir simuler, envoyer
de la marchandise dans ces différents pays-là, mais surtout en ayant cette transparence et cette clarté de l'information, de pouvoir visualiser tous les différents processus durant son exportation et surtout avoir et ne pas avoir de coûts cachés. Parce que dès qu'on parle d'entrepreneur, un coût caché, ça veut dire bah, forcément on en prend, c'est un coût qu'on prend sur nos marges. Donc l'idée, c'est d'abord d'apporter cette solution de transport et ces corridors. Ensuite, on s'est rendu compte que bah, finalement, faciliter le commerce intra-africain, aider les gens à mieux exporter et vendre en Afrique, euh, la logistique est un vrai pas. D'abord, apporter une solution logistique et permettre aux gens d'échanger dans ces différents corridors. Mais il fallait apporter un peu plus, digitaliser certains secteurs à travers une plateforme que nous avons mis en place qui s'appelle Afridou et qui permet aujourd'hui de gérer des commandes, des stocks, mais aussi toute la relation avec les clients en Afrique et de vendre en simultané sur ces différents pays, mais surtout déployer des marketplaces qui permettent justement d'offrir des fenêtres à ces différents euh, entrepreneurs qui souhaitent vendre leurs produits un peu partout en Afrique. Donc, ça, c'est vraiment pour parler de Logidou et de ce que nous faisons dans notre day-to-day. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 9 pays. Nous avons ouvert à peu près une dizaine de corridors. Et c'est des corridors entre laquelle on permet aux entrepreneurs, aux PME et aux industries de s'approvisionner en produits, de commercer, mais surtout de promouvoir leurs produits et d'avoir en tout cas cet écosystème qui lui permet de pouvoir effectuer des transactions en toute simplicité. Ce que nous cherchons avant tout, c'est la simplicité, parce qu'aujourd'hui, déjà, en parlant de 54 États africains, c'est 54 façons de faire différentes. Donc, ce que nous cherchons avant tout, c'est simplifier et harmoniser un peu, permettre aux gens de pouvoir effectuer des deals, comme on dit, un peu plus en Afrique. Et du coup, nous, ça nous a imposé dès le départ à être sur de l'international, parce que dès que tu parles d'un corridor, bah, il y a forcément un point A et un point B. Et le vrai challenge, c'était pas vraiment de connecter euh, de connecter le Sénégal au Mali ou le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Ces deux pays qui sont dans la même zone économique, forcément, voilà, les gens, c'est du déjà vu, je vais dire. Et aujourd'hui, la particularité et le challenge, c'était vraiment de connecter des zones communautaires différentes. C'est aujourd'hui comment connecter le Maghreb à l'Afrique de l'Ouest, sachant qu'on parle euh, de formalisme différent, on a parlé de cultures différentes pour certains pays, et de rien que sur la partie financière, tout ce qui est office de change, vraiment, c'est des blocs différents. Et donc, on a toujours, et dès le départ, été dans ça, c'est comment, dès le départ, avoir cette approche et cet aspect vraiment international qui permettent à la plateforme, quel que soit le pays où on se déploie, de pouvoir répondre aux besoins locaux. Alors, ça, déjà, pour figer le débat, en tout cas, sur Logido. Alors, je dirais, en termes de retour d'expérience, nous, ça a d'abord été de l'opportunisme. Nous sommes d'abord et nous avons toujours cherché à aller sur des territoires où il y avait d'abord des opportunités et des opportunités réelles. Ce qu'on oublie et qu'on laisse très souvent de côté, c'est le fondamental business. C'est que quand on fait, quand on entreprend en tout cas, à la fin de la journée, c'est pour qu'il en reste quelque chose en payant toutes les charges. Et dès qu'on dit ça, on se dit, bah, il faut alors forcément aller sur un marché où mon produit a du sens et où mon produit, en tout cas, peut se vendre ce qu'on appelle de l'organique. C'est déjà pouvoir vendre son produit sur de l'organique montre que le marché a besoin de ce produit-là. Après, tout ce qui va être mis pour scaler, pour amplifier le produit, euh, pour moi, c'est pas là où c'est le plus difficile. Mais comment aujourd'hui avoir le bon produit qui puisse se vendre sur de l'organique et comment se développer sur le bon marché
sur ce marché où il y a cette opportunité. Après, on est d'accord, ces opportunités aujourd'hui sont sous-jacentes à plusieurs choses. On a d'abord les aspects légaux, surtout, comme Mme Sonia en parle. Il y a tellement de pays qui sont hyper intéressants, mais légalement, on ne peut pas y aller. Donc, voilà, ça crée forcément un blocage. Mais surtout, cette partie culturelle, cette partie adaptabilité de nos valeurs, de la valeur de la start-up, on l'oublie souvent, mais une start-up, c'est avant tout des valeurs qu'elle inculque. C'est alors surtout comment cette start-up peut vivre harmonieusement dans cet écosystème. Très bien. Je retiens des mots en fait positifs. Je retiens adaptabilité, opportunité, transparence, clarté de l'information. Donc tout ça, ça fait partie, comme a dit Sonia tout à l'heure, et comme tu l'as si bien dit, donc de tout ce travail préparatoire à faire. Donc avec ces différents défis et aspects juridiques, logistiques, il y a aussi un autre aspect qui est tout aussi important et tout aussi crucial pour toute entreprise, c'est les ressources financières. Aujourd'hui, une entreprise a besoin de mobiliser des ressources financières pour, on dira, franchir les frontières. Donc là, je me tourne à Madame Mariam. Quels sont aujourd'hui les principaux types de financement qui sont disponibles pour les startups et les PME tunisiennes qui souhaitent se lancer à l'international? Et est-ce que il y a des dispositifs et des outils qui sont à leur disposition pour les aider financièrement et pour réussir surtout sur le marché international et plus précisément sur donc le marché donc de notre continent, l'Afrique. Le micro, s'il vous plaît. Donc, comme vous l'avez justement souligné, la mobilisation des ressources financières, c'est un élément clé pour toute entreprise qui souhaite franchir les frontières. Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Donc, les entreprises tunisiennes disposent de plusieurs instruments de financement traditionnels, je dirais, pour faciliter et sécuriser leur opération à l'exportation. Donc, le premier instrument que je peux citer et qui vient en tête de liste, c'est le crédit documentaire. Le crédit documentaire ou les lettres de crédit garantissent le paiement à l'export dès que les conditions de livraison sont remplies et offrent comme ça une sécurité indispensable dans les transactions internationales. Ensuite, il y a le préfinancement des exportations. Bon, toutes les banques, je pense, offrent ce produit-là. Il permet aux entreprises de recevoir des fonds avant même la réalisation de la vente et cela les aide à financer la production, l'achat de matières premières et les autres coûts associés à l'exportation, à l'expédition. Donc, une fois l'exportation est effectuée, un autre instrument aussi précieux est la mobilisation des créances nées sur l'étranger. Donc, ça existe aussi, c'est des produits qui sont dispensés ou accordés par toutes les banques tunisiennes. Donc, c'est la mobilisation des créances nées sur l'étranger. Et c'est un outil qui permet à l'entreprise de céder, entre guillemets, ses factures à une institution financière en échange d'un paiement immédiat. Cela améliore la trésorerie post-exportation tout en réduisant aussi le risque de non-paiement, surtout s'il est adossé à une assurance. Et il y a des institutions comme la Cotunas qui peuvent offrir ce genre de garantie. Donc, ces outils que je viens de citer, c'est des outils qui, bon, ils ne sont pas destinés à l'expédition vers l'Afrique, mais ils restent essentiels pour sécuriser les transactions et soutenir la croissance internationale des entreprises. Ces instruments-là, c'est des instruments de financement de l'exploitation, des besoins d'exploitation. Mais pour les besoins d'investissement, d'autres mécanismes aussi existent, comme le capital risque, le private equity. C'est des mécanismes qui permettent de lever des fonds en échange d'une prise de participation dans l'entreprise. Ce type de financement est souvent choisi par les startups ou les entreprises en forte croissance, je dirais, pas en démarrage. Donc, ils sont idéaux, je pense, pour les entreprises aussi qui souhaitent s'implanter durablement à l'étranger parce qu'ils offrent un soutien à long terme, tant financier que stratégique, grâce à l'accompagnement des investisseurs. Donc ça, c'est les financements qui sont, j'ai cité quelques exemples de financements qui existent, mais il y a aussi des programmes et des structures d'accompagnement, tant nationales qu'internationales, qui interagissent justement dans ce domaine. La CEPEX
à travers le fonds Prodex, aide aussi les entreprises. Alors, des subventions et des prêts aussi depuis de longue date. Le fonds Prodex, historiquement, il a pu justement aider des entreprises à l'exportation. Voilà, si j'ai bien répondu à... Merci Mariam, tout à fait. Donc, il y a plusieurs instruments qui peuvent aider les entrepreneurs. Aujourd'hui, la Tunisie, elle offre différentes opportunités pour la réussite des entreprises sur les marchés tant africains que du reste du monde. Donc, je reste dans cette complexité un peu et je reviens vers Tamsir, en fait, par rapport au coût que peuvent entraîner parfois je dirais pas une mauvaise maîtrise, mais un manque de maîtrise des chaînes logistiques internationales. Aujourd'hui, donc, on est dans un contexte beaucoup plus complexe. Il y a plusieurs risques géographiques, des risques géopolitiques, culturels, commerciaux, etc. Donc, aujourd'hui, comment les entreprises, en fait, elles peuvent optimiser leur chaîne logistique pour réduire les coûts, mais aussi les délais de livraison, tout en s'adaptant un peu à ce contexte général de mondialisation? Très bonne question. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme tu l'as dit, hein, on est dans un monde de plus en plus globalisé sur les économies d'échelle. Donc, la logistique aujourd'hui joue un rôle de plus en plus prépondérant. Euh, L'une des choses, en tout cas, qui est constatée, c'est que le premier levier sur lequel surfent et sont en train de surfer de plus en plus les entreprises, c'est la technologie. C'est comment aujourd'hui avoir des solutions technologiques qui soient de plus en plus intégrées, qui automatisent de plus en plus et qui permettent justement la gestion euh, de tous ces aspects liés à soit des obligations déclaratives, des obligations de suivi ou même tout ce qui touche aux transactions transfrontalières. Donc, ce qu'on remarque en tout cas, c'est que de plus en plus, les entreprises vont vers des solutions technologiques intégrées qui leur permettent non seulement de se connecter aux différents guichets uniques qui sont établis dans les différents pays. Aujourd'hui, les États sont eux-mêmes dans cette notion de guichet unique, comment permettre à l'administration de manière générale de pouvoir euh, harmoniser l'information et les échanges qui y sont faits. Nous avons aussi tout ce qui est les expertises locaux et les conformités réglementaires. Ce qu'on se rend compte souvent, c'est que on gagne toujours à avoir une expertise locale sur un certain marché. On gagne en termes de knowledge du marché, surtout de vitesse d'adaptation sur ce marché-là. Donc, le deuxième élément, en tout cas, sur cette partie optimisation, c'est toujours mixer l'expertise locale et essayer, en tout cas, au mieux qu'on peut, de se conforter, euh, de se conformer, en tout cas, aux obligations réglementaires. Je pense que c'est là où, en tout cas, beaucoup de boîtes pêchent, c'est d'arriver dans un territoire, commencer à exercer et se rendre compte au moment de l'activité qu'il leur manquait, en tout cas, se conformer sur tel ou tel texte ou dispositif légal. Et là, on voit énormément de boîtes qui, des fois même, vont lever les fonds nécessaires, vont se déployer sur un marché, mais se retrouvent soit à gérer des conflits avec justement des experts du calibre de Madame Sonia, ou va se retrouver justement à payer tous les sous levés des amendes pour cause de non-conformité. Donc, on n'en parle pas souvent, mais pour moi, c'est un élément qui est hyper important dans ce processus d'optimisation. Parce que déjà, le but de l'optimisation, c'est éviter de perdre du cash ou de brûler du cash plus qu'il en faut. Moi, on avait un conseiller qui nous disait, vous évitez de nous payer des honoraires, mais finalement, c'est pour payer des amendes 2 fois plus importantes que ce que vous avez
Et tu vois, donc pour moi, cette partie conformité réglementaire, moi, je la mets vraiment maintenant au début en tout cas, de notre désir qu'on veut se déployer dans un pays. C'est vraiment aujourd'hui quel est le saut à faire pour vraiment pouvoir être compliance sur la partie légale. Après, pour terminer, c'est tout ce qui tourne autour de l'optimisation des réseaux. On parle de logistique. Aujourd'hui, dès qu'on parle de logistique, euh, c'est comment arriver à optimiser le maximum sur les capacités existantes. Si j'ai l'équivalent d'une palette à transporter, pourquoi chercher un camion? Pourquoi simplement ne pas chercher euh, la prestation qui me permet d'équivaloir à hauteur de la palette que je dois transporter. Donc, les gens sont de plus en plus sur ces notions d'optimisation. C'est des optimisations de cargaison. Les gens ont beaucoup plus tendance à utiliser les services de groupage. C'est de l'optimisation dans même l'infrastructure utilisée. On parle de plus en plus d'optimisation sur des infrastructures d'entreposage, même sur l'utilisation d'un camion avec la recherche de capacités en retour pour éviter le retour à vide des camions et donc comment arriver à toujours réduire ses coûts, mais surtout l'optimisation des réseaux parce qu'aujourd'hui, finalement, le monde, en tout cas dans la logistique, travaille en réseau. Donc, c'est toujours comment travailler avec le réseau le plus proche qui me permet non seulement de réduire mes coûts, mais surtout de réduire les délais et l'effort qui est fait justement pour ce transport. Merci Tamsir. En effet, en parlant de réduction de coûts et des différents risques qu'il peut y avoir justement lors des opérations d'export, comme par exemple un peu les problèmes logistiques, la fluctuation des devises, les instabilités, les risques par exemple de non-paiement, etc. Là, je me tourne vers Madame Mariam. Est-ce qu'une entreprise peut se préparer suffisamment à ce genre de risque? Et si oui, comment elle peut faire en fait? Est-ce qu'il y a des mécanismes, il y a des outils? Comment une entreprise peut, on dira, éviter ou réduire un peu ces risques-là? D'accord. Donc, quand on parle généralement de risque, on a tendance à parler spécialement du risque de défaut de contrepartie, mais les risques sont multiples, comme vous l'avez bien dit. Donc, je dirais le premier risque, c'est le risque de fluctuation de devise. Donc, et là, les mécanismes existent. Donc, la couverture contre le risque de change, elle est primordiale, je pense. Et les entreprises doivent utiliser les instruments de couverture tels que les contrats à terme, les options de devise, pour se protéger contre ces variations. Il y a aussi les assurances crédit à l'export et elles permettent de prémunir contre les risques de non-paiement des clients étrangers. Et en Tunisie, des organismes comme la COTUNAS, la compagnie tunisienne pour l'assurance de commerce extérieur, proposent des assurances crédit spécifiques aux exportateurs vers divers marchés. Et je dirais aussi des partenariats locaux fiables aussi. C'est vraiment, il faut identifier des partenaires locaux fiables en s'appuyant sur des chambres de commerce, sur des consultants sur place, ce qui permettrait peut-être de limiter les risques liés aux incertitudes politiques et économiques liées à la région. Très bien, merci Madame Mariam. Là, on va plonger un peu plus dans un aspect qui est très important, donc la propriété intellectuelle. Madame Sonia, donc vous l'avez mentionné tout à l'heure sur le volet juridique. Donc aujourd'hui, quand on assure un peu la conformité réglementaire, juridique, il y a un autre défi justement donc qui est soulevé pour les entreprises qui partent vers l'international, c'est la protection de leur propriété intellectuelle. Donc, quelles sont les spécificités de la protection des marques et des brevets sur le continent africain et quelles mesures une entreprise pourrait mettre en place pour sécuriser et protéger son portefeuille de propriété intellectuelle? Ouais, sujet hyper intéressant. Je voulais juste déjà revenir sur ce qui vient d'être dit par Monsieur Tamsir et Madame Meriem, parce que c'est extrêmement pertinent et hyper intéressant, à la fois sur les produits
financier auquel il faut souscrire et sur la vision que je trouve extrêmement intéressante de l'optimisation élargie à la compliance qu'a développé M. Tamsir. Je trouve que c'est extrêmement pertinent comme vision parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir le volet juridique comme un challenge, alors que moi, ce que je dis toujours aux entrepreneurs, c'est qu'il faut vraiment le voir comme un levier. C'est un levier parce que quand vous allez voir un investisseur, si vous êtes carré d'un point de vue compliance, non pas parce que vous avez tout mis en place, mais parce que vous avez connaissance des problèmes auxquels vous pouvez potentiellement, les problèmes potentiels que vous allez rencontrer, en termes de discussion, dans le rapport de force, déjà, c'est pas la même chose. On voit qu'on n'a pas affaire à un amateur. Il n'a pas l'argent pour aller payer X licences parce que c'est une fintech. Par contre, il sait exactement de quoi il parle parce qu'il a fait une étude avec un juriste et parce qu'il a été, ou alors il n'a pas les moyens, mais il a été voir quelqu'un sur le marché qui a exactement la même activité et qui lui a fait un feedback contextuel de ce qui se passe. Sur le volet propriété intellectuelle, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'Afrique? Non. Je pense que c'est assez bien organisé. Ça a été régionalisé, comme on l'a fait dans l'Union européenne. Il y a juste encore cette petite guéguerre qui demeure entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Donc concrètement, vous êtes au Sénégal, vous pouvez enregistrer la marque auprès de l'OAPI. Et donc, du coup, là, la marque, elle est protégée dans 17 autres pays d'Afrique francophone. Donc, c'est un dépôt, un guichet unique au sein de l'OAPI. Et là, du coup, la marque, elle est protégée dans l'ensemble des 17 autres pays d'Afrique francophone. Si vous naviguez plus dans un pays, par exemple, d'Afrique anglophone, type Ghana, vous pouvez faire exactement la même chose. Il y a une organisation régionale qui s'appelle l'ARIPO, dont on parle très peu, qu'on connaît très peu, mais qui permet du coup de protéger sa marque dans certains pays d'Afrique de l'Est et anglophone. Je crois qu'il y a à peu près 22 pays. En termes de coûts, au niveau de l'OAPI, on est à peu près à 560 000 francs CFA pour le dépôt de la marque. Si on la dépose dans une seule classe, donc par exemple, si je dépose la marque African Legal Factory dans la classe consulting, bon, bah, ce sera les 360 000 francs CFA. Et après, il y a des frais supplémentaires si je veux le rajouter, si je veux l'enregistrer dans la marque, je ne sais pas, formation, vêtements, etc. Et donc, on est à peu près à ça. Et pour la repo, pareil, c'est en dollars et c'est à peu près 250 dollars si vous le faites de manière électronique et 300 dollars si vous le faites de manière physique. Donc, du coup, c'est pas un sujet, et c'est pas problématique de déposer sa marque. Le sujet, c'est le montant. C'est très cher pour la plupart des entrepreneurs qui se lancent de devoir sortir l'équivalent des 300 euros dès le début. Et très souvent, du coup, c'est pas fait. Et donc, je le comprends totalement. C'est pour ça que nous, par exemple, on est en train d'essayer de développer l'accompagnement sur le dépôt de marque, mais en permettant aux entrepreneurs de payer le dépôt en plusieurs fois. Parce que si j'ai mon activité, par exemple, au Sénégal et que je veux ensuite la développer en Afrique du Sud, si je n'ai pas déposé la marque et que quelqu'un en Afrique du Sud s'amuse à déposer la marque à ma place, je ne peux rien faire. Donc, on parlait tout à l'heure d'optimisation juridique, de ce que ça coûte. Et bien, si je ne dépose pas ma marque dans un des pays où je vais développer mon activité, ce que ça va me coûter concrètement, c'est que je ne vais pas pouvoir déposer la marque dans ce pays et je vais devoir utiliser un autre nom de marque en Afrique du Sud pour exploiter mon activité. Ou je vais devoir négocier avec la personne qui a déposé la marque à ma place pour lui racheter la marque. Et là, ça ne coûte pas 5 euros. Ça coûte beaucoup plus cher. Et croyez-moi, c'est un business, hein. La plupart des entreprises européennes, avant de se déployer en Afrique, elles avaient leurs activités uniquement en Europe ou en France. Elles déposaient, ça arrivait à beaucoup de marques de luxe pharmaceutique, même des cabinets d'avocats. Elles exploitaient la marque uniquement en Europe. Elles n'avaient pas du tout établi de stratégie de protection de marque à échelle internationale et surtout continentale parce qu'elles pensaient que le marché africain n'était pas un marché intéressant. Et le jour où elles ont voulu avoir leur activité au Maroc, elles se sont rendues compte que leur marque avait déjà été déposée par des gens qui n'avaient absolument rien à faire avec le secteur d'activité, mais qui avaient, eux, saisi l'opportunité. Et malheureusement, on ne pouvait pas leur interdire de déposer la marque dans ce nom-là. Donc, on peut le faire, c'est régionalisé en fonction de si on est Afrique anglophone. Ça coûte à peu près entre 300 et 400 euros pour être couvert dans 17 pays pour l'Afrique francophone et les 22 dans l'Afrique anglophone. Et il faut vraiment, vraiment le faire
et non pas attendre le jour où je dépose, où je développe mon activité au Sénégal pour enregistrer au Sénégal. Il faut le faire avant, toujours être connecté à sa vision en tant qu'entrepreneur, en se disant, dans 6 mois, on sait qu'on va déployer en Zambie. On attaque immédiatement le dépôt de marque là-bas pour pas arriver sur place et dire, oh mon Dieu, la marque, elle est déjà enregistrée là-bas, du coup, on peut rien faire. Toujours en restant Et dans ce... Mhm. je suis désolé de te couper, Sonia. Et ça, moi, je vais Mhm. donner juste un exemple typique. Mhm. La marketplace qu'on a déployée, on a bossé dessus durant 1 an. On est rentré sur Internet, on a vu qu'elle était disponible, on s'est dit, OK, on peut y aller. On a fini et au moment de déployer, c'est genre la charte graphique, elle est prête, tout est fait, on se rend compte que la marque est déjà prise. Et pas qu'elle est juste prise, elle est prise au Maroc. Ça veut dire que c'est dans l'un de nos marchés phares, Tunisie, Mhm. Maroc, je suis incapable de déployer cette plateforme. Et c'est justement pour te dire, aujourd'hui, on aurait gagné tellement plus de temps, on aurait dépensé tellement moins d'argent si on avait juste accepté de dépenser ces $300 avant de continuer l'aventure. Hyper intéressant. Ouais. C'est triste, mais c'est intéressant. Merci pour ton retour d'expérience. Mais Conclusion, comme quoi, c'est pas juste, c'est pas juste théorique, ça arrive vraiment en pratique et assez régulièrement. exactement. Conclusion, en fait, de ce que vous venez de dire tous les deux, c'est justement bien se préparer pour éviter de perdre du temps et perdre de l'argent. Et merci Sonia pour tous ces points très pertinents. Et donc, je Et reste. juste, Schéma, si je Oui, peux rajouter quelque chose sur ce sujet-là, attention, il ne faut pas mélanger, parce que très souvent, j'ai des entrepreneurs qui me disent, oui, c'est bon, j'ai la marque parce que j'ai le nom de domaine. Ça n'a absolument rien à voir. Le nom de domaine, le nom du site Internet et dépôt de marque, ça n'a rien à voir. Tout comme le nom commercial la marque, ça n'a absolument rien à voir. Le nom commercial, donc le nom de la société et le fait d'enregistrer sa marque, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est pas parce que vous avez un document qui vous permet d'enregistrer le nom commercial de la société, parce que c'est souvent le cas au Maroc. Au Maroc, pour constituer la société, on enregistre le nom commercial. Et les entrepreneurs me disent, mais oui, j'ai enregistré la marque au moment de la constitution parce que le nom commercial a été déposé. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Il faut quand même aller à l'OMPIC déposer le logo. C'est ça. Tamsir, Et j'ai peur, tu as encore une anecdote dessus. non, mais tu as tellement raison. Ah, C'est, oui, je te dis, après, tu vois, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai cette casquette entrepreneur. Donc, plein de choses, j'ai compris la leçon parce que, justement, tu te dis, j'ai le certificat négatif, ça veut ouais, dire que voilà. Mais non, ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire. Ouais. ouais, c'est compliqué. c'est compliqué. On reste dans le complexe et le compliqué. Donc, Tamsir, en fait, Logidoo, est-ce qu'elle peut accompagner ses clients pour naviguer à travers ces complexités-là, notamment les complexités fiscales, douanières, financières? On sait que, comme a dit Sonia tout à l'heure, l'Afrique francophone diffère de l'Afrique anglophone. C'est donc à chaque pays sa spécificité. Donc, Tamsir, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, très bien. Donc, comment, comment donc Logido a pu mettre en place des solutions ou bien des partenariats pour aider donc à naviguer sur ce paysage un peu challengeant, je dirais. Alors, en fait, l'un des gros sujets, c'est, nous, on l'a vécu en 2 phases. Tu as toujours cette phase proof of concept où tu as juste besoin d'avoir un acteur, un client de l'autre côté. Mais après, en tant que startup, on se retrouve très souvent sur cette phase où on doit démultiplier. On doit aller sur des volumes beaucoup plus importants. Et l'une des choses, en tout cas nous, qui nous a permis vraiment de différencier, c'est les partenariats stratégiques. Aujourd'hui, on parle de partenariat stratégique. Pour nous, c'était vraiment sur plusieurs volets. On a d'abord le volet public. Euh, Madame Myriam en a parlé tout à l'heure sur la déclinaison en Tunisie, c'est la CEPEX. Aujourd'hui, la CEPEX, aujourd'hui, c'est des agences qui existent. En tout cas, c'est des politiques qui sont développées par de plus en plus les pays
émergents ou c'est des agences qui développent et promouvoient l'exportation des produits issus localement. Donc, nous, on est très tôt parti sur des conventions avec des entreprises comme la CEPEX parce que justement, ces entreprises ont ces trois besoins. Le premier, c'est qu'ils ont besoin que leurs commerçants, leurs PME ou leurs boîtes dans l'agro se fassent connaître. Et nous, on leur permettait d'avoir cette vitrine où ils pouvaient faire connaître leurs produits. Le deuxième, ils avaient besoin d'avoir cette expertise qui permette à leurs membres d'exporter en soyant sûr que justement toute cette partie légale est bien prise en compte. Et on leur permet justement, à travers la plateforme Logidoo, de pouvoir avoir accès justement à tous un sorte de guichet unique qui leur permettait d'avoir un seul interlocuteur durant leur exportation. Et ensuite et surtout, la logistique constituait pour eux une problématique. Ils vont avoir des produits, ils vont avoir un marché, que ce soit en Mauritanie, au Maroc ou encore en Tunisie, mais comment aujourd'hui accéder à ce marché, comment avoir un prix de transport qui soit compétitif et qui fasse que nos produits soient compétitifs. Et donc, c'est à travers des partenariats où on permet à ses membres d'avoir accès à tous ces services, avec même sur certains des offres discountées qui nous permettent justement d'acquérir une base beaucoup plus importante de clients, de membres, mais surtout de développer un peu plus de transactions. Donc, je pense que sur ce volet international, il y a toujours ce volet partenariat qui est très fort. Alors, est-ce que c'est un partenaire stratégique qui est ce client qui te permet de démultiplier tes demandes? Quand on parle de société de production, est-ce que je vais vendre à des boîtes de distribution qui sont implantées dans plusieurs pays et qui vont faire que sur une commande, ils vont me demander 10 000 pièces alors que j'avais l'habitude d'en vendre 1 000 par mois? Et pour moi, il faut toujours cet aspect, cette dimension en tout cas, partenariat. Et le deuxième, c'est vraiment avoir cette approche, j'explore, mais en toute sécurité. Moi, je trouve qu'il y a des choses qu'on banalise souvent, en tout cas un peu plus, c'est tout ce qui est les foires et les expositions. Pour moi, c'est toujours un moyen de rentrer gratuitement dans un pays et surtout d'avoir l'opportunité de voir tout ce qu'il peut y avoir en termes de transactions et de l'interaction, en tout cas, sur un territoire. Donc, je pense que c'est aussi l'un des points, c'est vraiment aller à l'exploration, pouvoir avoir les données terrain, mais surtout aussi, comme on l'a dit Sonia aussi, avoir ces données macro qui te permettent aussi de pouvoir faire ce bench et de savoir quels sont les territoires les plus à même d'accueillir notre solution. Merci Tamsia. En effet, donc explorer, bien sûr, ça c'est un peu le mot d'ordre d'un entrepreneur, mais explorer en toute sécurité, comme tu l'as dit, partir sur les foires, les expos, c'est vraiment de belles occasions pour réunir donc toutes les parties prenantes et pour trouver les partenariats stratégiques dont tu as parlé. Et en effet, en parlant de partenariats stratégiques, peut-être, Sonia, tu pourras nous en dire un peu plus, mais probablement que ce type de partenariat, il y a un certain type de partenariat stratégique qui pourrait peut-être amortir un peu donc les changements réglementaires pour mieux introduire un pays donc de l'Afrique subsaharienne. Et dans ce cas, en fait, quelles sont les stratégies qu'une entreprise peut mettre en place pour minimiser les risques sur ces opérations, donc les risques de ces fluctuations-là, de ces changements-là, qui soient réglementaires ou législatifs, pour pouvoir garantir un peu donc sa conformité juridique et la conformité juridique de ses activités plutôt. Voilà. Moi, j'ai une vision qui est extrêmement business ou entrepreneuriale du droit. Et donc, du coup, par exemple, ce que je dis aux entrepreneurs de faire, c'est, je leur dis toujours, vous faites normalement
Quand on travaille par exemple sur le budget et sur la vision, normalement on fait une matrice de risque. Surtout avec ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est censé faire, une matrice de risque. Qu'est-ce qui pourrait se produire comme risque cette année ou dans les 2 années et qui pourrait avoir des conséquences sur le business? Et le volet juridique, pour moi, devrait rentrer dans cette matrice de risque. Qu'est-ce qu'on peut anticiper comme changement? On le voit là, par exemple, dans un contexte, là je suis à Paris en ce moment, le contexte des élections législatives a complètement bloqué tout le business. Tout le monde est en attente de savoir quelles vont être les mesures fiscales qui vont être votées prochainement et combien est-ce que ça va coûter à chaque personne. Donc, du coup, il y a dans chaque pays un contexte politique, des lois qui sont votées et qui ont des conséquences directes sur le business. Ça augmente vos coûts, ça limite parfois des opportunités de partenariat, ça les bloque pendant 6 mois, vous êtes sur le point de signer, etc. Mais en fait, le dossier, il reste bloqué pendant 6 mois, donc ça a des conséquences sur vos trésoreries. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment être connecté au maximum à ce qui se passe dans votre environnement pour être sûr de récolter le maximum d'informations. Un des sujets qu'on a, par exemple, sur le volet réglementation fiscale sur le continent, c'est que au niveau de la Legal Tech, on est encore très loin. Et donc, du coup, vous avez des sites, là, par exemple, récemment, je regardais, pour citer juste le cas de Djibouti, où vous avez la réglementation qui est en ligne, qui n'est pas encore à jour. Donc, on vous annonce un prix ou des règles, et en fait, c'est des règles qui sont obsolètes. Et donc, si vous n'êtes pas en contact avec des gens qui travaillent dans des agences directement pour vous donner l'information telle qu'elle est aujourd'hui, vous pouvez être en difficulté. Donc, vraiment rester connecté au local, aux experts locaux pour avoir les informations à jour. D'un point de vue contractuel, pour revenir sur ce que tu disais, Schéma, qu'est-ce que je ferais dans le cadre de ces partenariats? Donc, du coup, c'est toujours travailler avec ces partenaires pour récolter de l'information, mais travailler avec ces partenaires aussi pour assurer votre protection. Par exemple, des clauses que j'intègre toujours dans les contrats, c'est surtout lorsqu'on opère sur le continent et qu'il y a une partie qui est par exemple en Europe et l'autre qui est en Afrique, c'est des clauses de rediscussion en cas de changement majeur dans le contrat. Donc, si jamais il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas, il y avait X produits qui étaient subventionnés, qui ne l'est plus, etc., et que ça crée une relation contractuelle extrêmement déséquilibrée, il faut que vous ayez le réflexe, vous, en tant qu'entrepreneur, de vous protéger et donc de négocier et de rédiger, par exemple, des clauses contractuelles qui obligeront la partie, votre partenaire, à renégocier le contrat si, par exemple, il y a un important changement législatif ou parfois fiscal, c'est un peu compliqué, mais s'il y a un changement majeur, en tout cas, forcer les parties à s'asseoir et au moins à discuter pour trouver une solution. Et après, donc, c'est vraiment rester connecté et faire la veille, se protéger contractuellement. Et dès que vous en avez la capacité, bien évidemment, mettre en place une équipe conformité ou au moins travailler main dans la main avec un juriste. Ou nous, on est en train de développer là, du coup, une plateforme pareille pour permettre aux startups de rester en conformité et d'être à jour sur tout ce qui se passe en termes d'évolution. Donc, au moins utiliser ce type d'outils pour être sûr de minimiser les risques. Mais les changements législatifs très importants, en général, ils ne se font pas, on le sait, dans nos pays du jour au lendemain. Hein, on a la loi qui est votée en 2014 et des décrets d'application qui sortent en 2016 ou en 2017. Donc, on a souvent le temps de se préparer. Mais donc, du coup, dès qu'on est au courant, on commence à se préparer et surtout à identifier les risques et les coûts que ça va engendrer sur le business. Très bien. Merci Sonia pour cette réponse complète. Se protéger, bien s'entourer et rester connecté et faire une bonne veille justement pour être tout le temps à la page et au courant et bien se préparer en amont. Merci Sonia. Je termine par Madame Mariam avec une question. Donc, alors aujourd'hui, en fait, on est dans un contexte numérique qui est en train d'évoluer constamment. Quels outils et services la banque met-elle à disposition des startups et PME tunisiennes pour faciliter leurs opérations d'export vers l'Afrique subsaharienne? Et comment ces outils-là, en fait, ils peuvent aider les entreprises à gérer leurs paiements internationaux ou bien un peu à trouver aussi des partenaires commerciaux et à optimiser leurs coûts? Merci Schéma.
Donc, au niveau de la BIAT, on met à la disposition des PME et des startups une plateforme de banque en ligne complète. C'est MyBiat, en l'occurrence MyBiat Corporate. Donc, cette solution permet aux entreprises de gérer et consulter leur compte à distance en temps réel, et ce qui facilite ainsi le suivi de leurs opérations bancaires et internationales. La solution leur permet aussi d'effectuer des virements Internet, des virements sécurisés et suivre leurs transactions en toute transparence. Optimiser aussi la gestion des devises grâce à une vue claire des flux financiers entrants et sortants. En plus de la plateforme en ligne, si on parle de connexion, donc nous offrons aussi un service de mise en relation commerciale, et c'est un service qui est offert par le groupe Piat à travers sa filiale Tunisie Valeur. Et Tunisie Valeur à l'offre des services de networking pour aider les entreprises à entrer en contact avec des partenaires commerciaux sur les marchés africains en s'appuyant sur leur réseau international. Donc, restez connectés, oui, il y a la connexion digitale et la connexion de networking aussi. Oui, J'ai bien aimé le slogan de Sonia, restez connectés. Exactement, rester connecté. Je pense que c'est le mot d'ordre du jour, rester connecté, essayer d'être tout le temps au courant de ce qui se passe autour de nous. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre de tout entrepreneur. Donc, pour clôturer, alors on va faire un petit tour en fait pour nous donner vos conseils et vos recommandations pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer sur le marché africain. Qu'est-ce que vous lui direz? On commence par Sonia. Allez. Un entrepreneur qui est déjà sur le marché africain et qui veut aller et qui veut s'établir dans un autre pays. Par exemple, sur le marché tunisien qui souhaite partir vers la Mauritanie ou le Sénégal qui sont objets de notre programme d'accompagnement Expan Africa. Moi, je dirais juste, enfin, dans la continuité de ce qu'on vient de dire et ce que vient de dire Madame Myriam, je pense que pour réussir, en fait, c'est comme l'expatriation. Je dis ça parce que j'ai beaucoup vécu dans différents pays. Et en fait, quand on s'expatrie, au début, il faut juste s'installer et se comporter, et vraiment se comporter comme une éponge. Il faut absorber le maximum d'informations. Il faut comprendre, il faut comprendre comment le marché, le besoin du marché, comme Tamsir l'a parfaitement indiqué. Mais du coup, pour travailler avec ce marché, il faut comprendre comment il fonctionne. Il faut surtout comprendre la mentalité des gens. Parce que s'il y a bien quelque chose que je retiens du continent et ce qui en fait aussi la richesse, c'est qu'on a beau être des pays voisins, mais on a tous des histoires et des traditions et des codes culturels qui sont extrêmement différents. La façon dont on aborde les gens dans l'administration, la façon dont on aborde les gens dans le business, dans la façon dont on conclut les deals dans le business, c'est très, très, très différent. Et pour ça, il faut juste accepter de s'installer, de se dire que je ne connais pas, mais du coup, j'absorbe le maximum d'informations pour vraiment réussir son implantation. Donc, j'ai envie de dire, certes, saisir l'opportunité business, bien se préparer en suivant tout ce qu'on s'est dit en termes d'action plan, mais d'un point de vue humain, parce que je pense que c'est la clé de la réussite, vraiment faire preuve d'empathie, être humble et récupérer le maximum d'informations locales parce que c'est les gens qui vont vous aider à avoir et assurer la meilleure implantation. Et surtout, allez-y, surtout, n'ayez pas peur. Voilà, allez-y, d'être première. Merci, Valérie. Donc, je pense que tout a été dit par Sonia, mais je vais essayer de structurer mes recommandations en 3 axes. Je dirais étudier le marché cible et bien étudier le marché cible. Il est crucial de comprendre les spécificités culturelles, économiques et réglementaires de chaque marché africain. L'Afrique subsaharienne n'est pas un marché homogène. Donc, chaque pays a ses propres dynamiques et exigences, je pense. Deuxième axe, je pense, s'entourer de partenaires locaux solides. Donc, travailler avec des partenaires locaux fiables pour être peut être vraiment un facteur déterminant pour la réussite. Cela aide, je pense, à mon sens, à atténuer les risques. On parlait tout à l'heure de risques et à obtenir des informations sur le terrain. Mais je ne peux pas finir sans parler de préparer un plan de financement solide. Donc, l'exportation.
L'exportation nécessite un fonds de roulement important et des investissements initiaux pour adapter les produits et les services aux nouveaux marchés. Donc, je pense qu'il est donc essentiel de bien se préparer en amont avec des solutions de financement adaptées. Et n'ayez pas peur, allez-y. Allez-y, allez-y, tout à fait. Je pense, Tamsir, tu ne diras pas le contraire. Mot d'ordre, allez-y. Tu es en mute, le micro, s'il te plaît. Je disais oui, tout à fait. Je rejoins totalement Madame Myriam et Sonia. Moi, je dirais juste une chose, c'est ne le faites pas par procuration. On le voit très souvent. Je ne pense pas que c'est ce qui marche. Pour moi, c'est avant tout une aventure, hein. C'est ouvrir dans plusieurs pays, c'est le résultat, mais je pense que c'est un peu plus l'aventure pour y arriver qui est excitante. Et je pense que c'est vraiment le faire, le vivre, y aller. Euh, Moi, j'ai pris enfants et femmes et je suis parti dans d'autres pays durant 3 à 4 ans parce qu'il fallait ouvrir ce pays. Mais aujourd'hui, ça m'a donné quand même une certaine différenciation du business parce que je l'ai vécu. Et je pense que c'est ça qu'on gagnerait vraiment à avoir sur tous les territoires où on va. C'est des peuples quand même où on veut développer notre business. Donc, je pense qu'on gagnerait beaucoup à d'abord mieux connaître ces cultures-là et surtout ne pas le faire par procuration. Éviter de recruter un country manager. euh, on pense qu'il va ramener le chiffre d'affaires, qu'il va tout scaler. Non, je pense que c'est plus puissant que ça, c'est plus profond que ça. Il faut une vraie implication de l'entrepreneur. Donc voilà, courage et puis allez-y. Hein, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Merci, merci pour cette note positive. Merci à vous trois. Donc, je vais juste, si vous avez, s'il vous plaît, des questions, on va prendre 2 à 3 questions sur le chat. Monsieur Liad, vous avez levé la main si vous pouvez rédiger votre question, s'il vous plaît. Il y a déjà, alors, 2 personnes qui demandent les emails de Sonia et de Tamsir. Donc, vous pouvez leur écrire vos emails respectifs. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à écrire ça pour, euh, pour les lire devant tout le monde. Donc, alors moi, je partage en attendant. Donc avec ce webinaire-là, on clôture les 4 webinaires généraux. Donc là, on a fait 4 webinaires. Vraiment, on a vu depuis les défis aux opportunités de l'internationalisation, en passant par les outils et les instruments que la Tunisie offre aux entrepreneurs qui veulent partir à l'international. On a vu les aspects culturels, logistiques, aujourd'hui les aspects juridiques, financiers. On a fait un peu le tour justement pour tout entrepreneur qui est en train de se préparer. Et donc là, prochainement, on va plonger un peu plus dans les webinaires Focus Pays. Donc pour rappel, le programme Expand Africa est focalisé sur donc l'expansion des startups et des PME dans le domaine de la health tech donc pour cette première cohorte, pour la Mauritanie et le Sénégal. Donc là, on va démarrer très bientôt les webinaires qui sont focus Sénégal et Mauritanie pour voir les spécificités de ces deux pays-là et se préparer au mieux justement pour partir donc avec son entreprise. Donc, pour rester connecté, donc je pense que c'est vraiment le slogan d'aujourd'hui, restez connectés, suivez-nous sur les réseaux. On est en train de partager toutes les informations, donc les dates des webinaires, et bientôt il y aura du nouveau. Voilà, je vous laisse nous suivre justement sur les réseaux. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas de questions spécifiques. Donc, on a les emails qui sont écrits. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est sur Facebook et sur LinkedIn et sur notre site web connectinov.com.
Merci à tous. Merci Mariam, merci Sonia, merci Tamsir pour toutes les informations que vous avez données, les précieux conseils et merci à tous les participants et à très vite.